Il y a des gens qui possèdent tout. Des villas de rêve, des voitures hors de prix, des montres qui coûtent plus qu'une maison. Mais parfois, derrière les murs en marbre et les vitres teintées, se cache un vide que l'argent ne peut combler. C'est l'histoire d'Edward Marlowe. Un homme que tout le monde enviait, sauf lui-même. Edward Marlowe avait 43 ans. À la tête d'un empire technologique valorisé à plus de 18 milliards de dollars, il était considéré comme un génie. Les journalistes parlaient de lui comme d'un visionnaire. Ses collaborateurs, eux, le craignaient. Car Edward ne souriait jamais. Il ne criait pas non plus. Il était pire, froid, distant, implacable. Il vivait dans un manoir ultramoderne perché sur les hauteurs de San Francisco. Une construction de verre et de béton, à l'image de son propriétaire, élégante, impressionnante, mais glaciale. Chaque pièce était domotisée. Tout était automatisé, réglé à la perfection. Et pourtant, ce manoir donnait l'impression d'être inhabité. Edward se levait chaque matin à 5 heures. Méditation, sport, petit déjeuner protéiné. Puis, de 7 heures à 21 heures, il enchaînait les réunions, les appels, les négociations. À 21h05, il lisait. À 22h30, extinction des lumières. Pas un mot de trop. Pas un regard inutile. Il n'avait pas d'amis. Pas de famille proche. On disait de lui qu'il avait tué l'émotion pour faire de la place à la logique. Mais personne ne savait pourquoi. Un lundi matin, une nouvelle femme de ménage fit son apparition dans la villa. Elle s'appelait Amelia. 30 ans, immigrée originaire du Salvador, mère d'une petite fille de 6 ans. Elle avait l'habitude des maisons de riches. Mais celle-là, c'était autre chose. Tout était blanc, gris, noir. Pas une photo. Pas une trace de vie. Amelia reçut des instructions strictes via une tablette, pas d'interaction. Ne jamais adresser la parole à Monsieur Marlowe, sauf urgence. Elle nettoyait quand il n'était pas là ou restait invisible quand il l'était. Mais Amelia avait une manie. Une petite rébellion invisible, elle chantait en travaillant. Doucement, presque en chuchotant. Des chansons de son enfance, des boléros, parfois du jazz. Et un jour, Edward l'entendit. Il ne dit rien. Ne fit aucun commentaire. Mais le lendemain, alors qu'Amelia s'apprêtait à chanter à nouveau, elle trouva une petite enceinte posée sur le plan de travail. Un mot, pour accompagner votre voix. Elle sourit. Et chanta un peu plus fort. Les jours passèrent. Edward, sans jamais parler, commença à remarquer de petites choses. Un vase fleuri qui n'était pas là avant. Une odeur de café maison au lieu de la capsule habituelle. Un coussin déplacé pour laisser entrer la lumière. Elle ne faisait pas que nettoyer. Elle rendait cet endroit vivant. Il commença à modifier son emploi du temps. À retarder de 10 minutes son départ. À revenir plus tôt. Il la croisait. Un regard. Un bonjour timide enfin. Un matin, alors qu'il s'apprêtait à partir, elle lui dit. « Vous n'avez jamais essayé de décorer un peu ici ? Ce manoir a l'air triste. » Edward resta figé. C'était la première fois qu'on lui parlait ainsi depuis des années. « Ce manoir me ressemble, répondit-il. Elle haussa les épaules. « Alors vous êtes plus triste que je ne pensais. » Elle est partie en le laissant seul avec cette phrase qui résonna toute la journée. Un jeudi, Amelia ne vient pas malade selon l'agence. Edward passa la journée à ne penser qu'à ça. À sa voix, à ses chansons et à son parfum discret. Le silence de la villa n'avait jamais été aussi pesant. Il appela personnellement l'agence. Ils furent choqués. Monsieur Marlowe n'appelait jamais. Il insista pour savoir ce qu'elle avait. Le lendemain, elle revient. Fatiguée, mais présente. Et lui, sans un mot, posa une tasse de tisane au gingembre près d'elle. Elle le regarda, surprise. « C'est pour votre gorge, dit-il mal à l'aise. » Elle sourit. « Merci Edward. » Il réalisa que c'était la première fois qu'il aimait entendre son prénom dans une bouche autre que professionnelle. Un soir, il fit ce qu'il n'avait jamais fait, il l'invita à dîner. Elle pensa que c'était une blague. Mais il avait vraiment dressé la table. 2 couverts, une lumière tamisée. Il avait commandé, maladroitement, des plats qu'il pensait qu'elle aimerait. Elle rit. « Vous avez commandé des pupusas ? Je me suis renseigné, sur le Salvador.
Ils mangèrent et parlaient de tout sauf du travail. Elle lui raconta sa vie. Son mari mort lors d'un conflit, son arrivée aux États-Unis et sa fille. Il lui parla pour la première fois de son passé. De ses parents absents. De son frère, mort à 15 ans. De la solitude qu'il avait choisie pour ne plus souffrir. Elle comprit alors. Ce n'était pas qu'il ne voulait pas aimer. C'est qu'il avait peur. Ils se rapprochèrent. Lentement et doucement, chaque geste, chaque mot avait un poids. Il la regardait comme un homme affamé découvre la nourriture. Elle, de son côté, commençait à espérer. Mais un jour, elle reçut un appel. Un homme de l'entreprise d'Edouard. Qui lui dit froidement. Vous savez que tout cela ne durera pas, n'est-ce pas? Il ne vous épousera jamais. Vous êtes une distraction. Il a déjà eu d'autres femmes comme vous. Soyez réaliste. Elle raccrocha, le cœur brisé. Le soir même, elle ne vient pas. Ni le lendemain. Elle laissa une lettre. Je vous aime. Mais je refuse de n'être qu'un chapitre passager dans votre roman. Vous méritez d'aimer, mais pas moi. Pas comme ça. Édouard tomba dans un silence plus profond encore. Il ne mangeait plus. Ne parlait plus. Sa villa redevint ce qu'elle avait toujours été, une tombe luxueuse. Jusqu'au jour où il fit ce qu'il ne faisait jamais, sortir sans but. Marcher. Sans escorte. Il alla dans les quartiers populaires. Il demanda et chercha pendant des semaines. Jusqu'à ce qu'il la trouve. Dans une école. En train de lire un conte à des enfants. Il resta là, sans bouger. À la fin, elle le vit. S'approcha. Les yeux pleins d'eau. Pourquoi êtes-vous là? Il répondit simplement. Parce que j'ai réalisé que je n'ai jamais été aussi vivant que quand j'étais avec vous. Elle hésita puis lui prit la main. Alors vivons. 2 ans plus tard, leur vie n'avait plus rien à voir avec le passé. Édouard avait vendu une grande partie de son entreprise et vivait désormais dans une maison simple au bord de l'océan, non loin de Monterey. Le manoir de San Francisco avait été transformé en fondation pour les enfants défavorisés. Édouard se levait toujours à 5 heures. Mais maintenant, c'était pour préparer le petit déjeuner à sa belle-fille. Il passait ses matinées à écrire un livre sur l'éthique en entreprise et ses après-midi à donner des cours à l'université locale. Moins de pouvoir, mais plus de paix. Amélia, elle, avait fondé une bibliothèque communautaire dans un quartier où les enfants n'avaient jamais vu autant de livres. Elle y donnait des ateliers de lecture, organisait des contes, et riait plus qu'elle ne l'avait jamais fait. Leur amour n'était pas extravagant. Il était quotidien. Sincère. Ancré dans les petites choses. Une tasse de café partagée. Une marche silencieuse sur la plage. Un regard complice devant un vieux film. Un jour, un journaliste réussit à obtenir une interview d'Edouard Marlowe. Ce dernier avait refusé toutes les demandes depuis 2 ans. Mais cette fois, il accepta. L'article portait ce titre, « L'homme qui a tout quitté pour tout gagner ». À la fin de l'entretien, le journaliste posa une dernière question. Regrettez-vous d'avoir laissé derrière vous l'un des plus grands empires technologiques du XXIe siècle? Édouard sourit. J'ai bâti une entreprise. Puis j'ai bâti un mur. Ensuite, j'ai rencontré une femme, et j'ai construit un foyer. Aujourd'hui, je n'ai peut-être plus le monde dans les mains. Mais j'ai 2 petites mains dans les miennes chaque matin. Et croyez-moi, elles valent bien plus.